Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Entretien Vérité sur Africa Renaissance TV. Dans notre précédente émission, nous avons analysé l'état de l'économie camerounaise en 1982 au moment du transfert du pouvoir entre Amadou Ahidjo et le président Paul Biya. Les indicateurs macroéconomiques faisaient apparaître un état en croissance, relativement peu endetté, disposant des réserves et d'une stabilité monétaire. Pourtant, 4 années plus tard, en 1986, le Cameroun entre dans une dépression économique profonde. La version la plus répandue attribue cette crise exclusivement à la chute du coût du pétrole, à la baisse des matières premières, au choc du marché international. Mais cette explication est-elle suffisante ? Ce soir, nous posons une question plus structurelle. La crise de 1986 est-elle uniquement exogène ou résulte-t-elle de choix internes de gouvernance, de gestion budgétaire ou d'organisation du pouvoir économique ? Comment un pays présenté comme solide en 1982 peut-il s'effondrer en seulement 4 ans? Pour en parler, nous recevons une fois de plus aujourd'hui le docteur Saussiri pour cette deuxième émission consacrée à l'analyse de l'économie du Cameroun entre 1982 et aujourd'hui. Et le docteur nous fait une fois de plus d'honneur d'être avec nous cette semaine encore sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes sur Africa Renaissance TV. Vous regardez Entretien Vérité. Votre fidélité nous honore. Docteur Saussiri, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tenda. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Merci de me donner l'opportunité de parler d'économie avec le public de la Renaissance. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs de ARTV. Merci beaucoup. Avec une première émission très appréciée de nos internautes et téléspectateurs, merci une fois de plus d'être avec nous sur ce plateau. La semaine dernière, nous parlions de l'économie du Cameroun de 1960 à 1982. Aujourd'hui, on parle de l'économie du Cameroun de 1982 à 1988. Et pour comprendre un tout petit peu les différents chocs et les mutations qui se sont créées entre-temps, si ça a eu un impact sur l'économie du Cameroun. Alors, à partir de 1982, qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée du président Biya au pouvoir? Comment commence à se comporter l'économie du Cameroun? En 1982, l'économie du Cameroun est prospère. On l'a dit la semaine dernière. Et cette économie est tellement prospère que la crise qui touche le monde au début des années 80, on va l'appeler la crise de l'endettement, dont le Mexique est l'une des figures phares de cette crise. Le Cameroun n'a jamais ressenti la moindre trace de cette crise. La crise en 1980-81, le monde connaît une crise économique forte et dans laquelle va se révéler donc la crise de l'endettement qu'a vécu le Mexique et d'autres pays. Parce que pour la première fois dans l'histoire des nations, un pays s'est levé un matin et a dit « Je souffre, je ne paye plus ma dette. Donc, je ne dois plus rien à personne. » Ça créait un précédent dans les relations entre les États. Sauf que le Cameroun n'a jamais entendu parler de cette crise. On était dans une période de forte prospérité. Et c'est ce Cameroun prospère que va hériter Paul Biya le 6 novembre 1982. Et entre 1982 et 1984, le Cameroun se porte bien. Le Cameroun se porte bien. Toutes les entreprises laissées par Ahidjo fonctionnent normalement. Fonctionnent normalement. La caisse noire est toujours présente? Elle est présente. Les Camerounais savent qu'il y a une caisse noire qui est la propriété de l'État. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas. On sait que c'est l'État qui décide de quoi faire de cette caisse. De la caisse noire. Oui. Donc, je dis jusqu'en 1984, le Cameroun se porte bien. Et M. Biya va d'ailleurs le dire. C'est à partir de 1984 qu'on va avoir une marche à reculons du Cameroun, que Paul Biya reconnaît dans ses propos. En 1982, il y a le célèbre, en 1984, pardon, il y a le célèbre coup d'État du 6 avril. Et à partir de là, les choses vont évoluer de façon plus ou moins compliquée. Parce que lorsqu'il fait sa première sortie, après le célèbre coup d'État, je préfère l'appeler comme ça,
M. Biya reconnaît dans son propos, je pense que c'était le 8 ou le 9 avril, le Cameroun se porte bien. Ça, il le dit. Et le Cameroun se portait bien. Maintenant, il faut aller analyser, au fond, c'était quoi le coup d'État de 1984. Il y a une question de redistribution des cartes en dessous de ce coup d'État. Laquelle? Parce que, justement, les rumeurs de coup d'État datent de 83. Avant qu'il ne se produise en 84. Oui, les rumeurs de coup d'État commencent en 1983. Il y a des soupçons de coup d'État et autres. On dit toujours qu'en 83, lors de la finale de la Coupe du Cameroun, on avait aménagé un chemin particulier par lequel Biya devait s'estiper si quelque chose se passait au stade. Mais en fait, les rumeurs de coup d'État commencent en 1983. Et je pense que c'est là où se prennent les mauvaises décisions qui impactent le Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'administration que laisse Amadou Ahidjo est une administration dominée par ses proches. La garde républicaine, comme elle s'appelait à l'époque, est commandée par des gens qui avaient été désignés par Ahidjo. L'administration gouvernementale est dominée par des gens désignés par Ahidjo. Et on se rappelle bien que à l'époque, lorsque Paul Biya voulait former un gouvernement, il se déplaçait. Il allait rencontrer Ahidjo à Garoua avec la liste des gens qui voulaient mettre au gouvernement. Donc il y a des hommes qui sont à la limite différents vis-à-vis d'Ahidjo, qui sont dans les cercles les plus élevés du pouvoir, qui contrôlent l'armée. Et à côté, l'économie est dominée par des gens qui ne sont pas souvent de l'ethnie du dirigeant de l'État. Déjà qu'on a toujours dit, depuis Ahidjo a favorisé l'éclosion d'hommes d'affaires bamileke. Et lorsque Paul Biya arrive au pouvoir, les mêmes hommes bamileke dominent l'économie. Et je pense qu'à partir de 83, avec les soupçons de coup d'État, de très mauvaises décisions ont été prises. Quelles décisions? Je soupçonne. Ce qu'il a fallu donner une coloration villageoise, c'est-à-dire qu'il fallait que le président de la République lui-même ait ses propres hommes autour de lui, mais plus des gens qui avaient été désignés par son prédécesseur, son illustre prédécesseur, comme il l'appelait. Et puis l'autre a été un fait économique presque innovant. Fabriquer des hommes d'affaires sur base de rien, du néant. Monter à coup de financement des hommes d'affaires venus de la région autochtone du chef de l'État. C'est les soupçons de ce que je peux présenter. Et qu'est-ce qui se passe donc? En 84, après le coup d'État, il y a des décisions qui sont prises. Et qui fragilisent l'économie? Qui vont commencer à fragiliser l'économie. Parce que quand on va évoquer la crise, qui en fait se produit en 1985, mais dont le Cameroun reconnaît les effets en 1986, les raisons qui sont évoquées font abstraction de comment s'est comporté le gouvernement avant la survenue de la crise de 1985. 85. De 1985. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en 1985? Il y a deux phénomènes qui vont se conjuguer. Le premier, c'est qu'en septembre 1985, le G5, dont les 5 pays les plus puissants au monde, vont signer ce qu'on a appelé les accords du Plaza. Les accords du Plaza, c'est quoi? C'est que l'économie américaine est en difficulté. Son déficit se creuse. Et l'économie peut s'effondrer d'un moment à l'autre si rien n'est fait. Les pays du G5, donc, réunis en réunion
réunis en septembre 1985, décident de dévaluer le dollar. Donc, la valeur du dollar chute. Oui. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les prix de nos matières de base chutent sur le marché international. Or, sur le marché international, on paye avec quoi? On paye en dollars. Le dollar, oui. Donc, d'une part, les prix ont chuté. D'autre part, la monnaie avec laquelle on paye a également chuté. Et cette double chute, donc, va amener à une contraction sérieuse de l'économie du Cameroun. Le Cameroun va donc connaître une dépression économique. Parce qu'on a édulcoré des termes, on a utilisé des termes qui ne traduisent pas la réalité de ce qui s'est passé. Parce que passer d'une croissance économique positive à une croissance négative en un an, c'est une dépression économique. Ce n'est pas une chute qui a été graduelle. Mais ces signaux venaient déjà été perceptibles. Mais est-ce qu'on peut parler de la part du Cameroun, de la part de M. Biya et ses équipes, est-ce qu'on peut parler d'un relâchement budgétaire malgré les signaux internationaux qui étaient déjà défavorables? Relâchement budgétaire, non. C'est une gouvernance qui a commencé à entrer dans des errements. Il y a une politique que le gouvernement camerounais n'évoque jamais plus, mais qui a pris naissance justement après le coup d'État de 1985. Laquelle? 84. Laquelle? La politique des PME-PMI. PME-PMI, petite et moyenne industrie, petite et moyenne entreprise. Elle est lancée après le coup d'État. C'est la politique par laquelle le gouvernement s'est donné la latitude de fabriquer des hommes d'affaires qui n'en étaient pas. Et donc, qu'est-ce qui a été fait? Des fonds ont été distribués aux populations pour développer des industries, pour développer des entreprises, sauf que c'était à des personnes qui n'avaient aucune expérience industrielle, aucune expérience entrepreneuriale. Et ça a amené un chaos. Ces fonds venaient d'où? De la célèbre caisse noire laissée par Idjo. Oh, c'était quoi le rôle de la caisse noire? C'était de pouvoir faire face à des chocs négatifs qui pouvaient intervenir. Et non de distribuer cet argent on a distribué aux personnes qui ne maîtrisaient rien. Qui ne maîtrisaient rien dans le monde des affaires, dans le monde de l'industrie, rien. Il y a eu cette campagne. Et si vous fouillez, vous verrez que le gouvernement fait toujours l'effort de ne plus jamais évoquer la campagne PME-PMI, lancée après le coup d'État. Pour vous, c'est un échec cuisant. C'est un échec, pas seulement un échec. C'est la naissance du phénomène du tribalisme, du népotisme qui caractérise aujourd'hui le Cameroun. Parce que prendre les ressources générées par toute une économie, elle est concentrée entre des mains. Des personnes inexpertes. Inexpertes, du seul fait de la proximité, je vais dire quoi, d'ethnie que vous avez, ça crée un précédent très grave. Mais est-ce qu'on peut pas très grave. Mais est-ce qu'on ne peut pas y voir également une volonté de la part des autorités de l'époque de donner aussi la possibilité à certains Camerounais de sortir de l'ornière? On voudrait bien que les autorités donnent la possibilité à d'autres. Mais d'autres, ce n'est pas un. Mais pour vous, qu'est-ce qui a manqué à cette époque? C'était un accompagnement réel des personnes à qui on remettait de l'argent? C'était la volonté de pouvoir substituer à l'élite économique existante une autre élite. Parce qu'on s'est toujours dit, ceux-là qui dominent l'économie, on dit que celui qui domine l'économie domine le pouvoir. Eux, ils avaient déjà le pouvoir. Comment ils faisaient donc pour tenir le levier majeur, le levier principal qui permet de contrôler le pouvoir? Mais est-ce que ces fonds étaient distribués aux faciès? Bien évidemment. Il s'agissait de créer une nouvelle caste d'hommes d'affaires sous la coupe des gouvernants, des frères et des sœurs. Regardez
la gouvernance du Cameroun aujourd'hui, qui sont ceux qui tiennent les leviers de l'armée? Qui sont ceux qui tiennent les leviers des ministères? Comment vous les appelez? Les plus puissants. Mais on peut également vous retorquer. Qui tient la préfectorale? Tous ceux qui sortent de l'ENAM et qui prennent la préfectorale partout au Cameroun, c'est qui? Mais docteur Sossiri, on peut également vous retorquer par une autre question. Qui sont ceux qui tiennent une part de l'économie du Cameroun? Depuis Ahidjo, ceux qui tiennent l'économie sont connus. Ils sont connus. Sauf qu'on a même une grande diversification. Mais cette diversification n'est pas née d'une action des pouvoirs publics. C'est l'entrepreneuriat privé. On sait que ce sont les manias du Grand Ouest et du Grand Nord qui tiennent l'économie au Cameroun. Ça, c'est connu. Donc, ce n'est même pas l'apanage des seuls Banyeleke comme certains voudraient. Les grands commerçants du Cameroun, ce sont ceux du Grand Nord du Cameroun. Maintenant, vous avez des gens qui transforment, qui viennent pour la plupart du Grand Ouest du Cameroun. Et que lorsque vous y prenez donc ces gens, vous avez d'autres populations qui se sont ajoutées à ces deux grands groupes de peuples, qui sont entrés dans l'entrepreneuriat et qui excellent également à côté de ceux qu'on connaissait jusque-là. Donc, cette volonté de vouloir créer des hommes d'affaires sur la base de rien a constitué un échec total. Parce que les montants mobilisés, les sommes mobilisées ont servi à quoi à la fin? Absolument à rien. C'était une perte sèche pour l'économie. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut se dire qu'avec l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante à la tête du pays, on a pratiquement mis de côté le côté industriel qui avait été développé par Ahidjo, malgré le choc international? Le côté industriel, on a continué à faire tourner l'économie, les industries laissées par Ahidjo, jusque vers la fin des années 80. Vers la fin des années 80, lorsqu'on va faire venir le FMI... Vers la fin des années 90, si vous voulez dire. Des années 80. 80, oui. Le FMI, dans ses recommandations, va parler de la privatisation. Et en marge de la privatisation des quelques entreprises qui ont été privatisées, beaucoup ont fait faillite. De nombreuses entreprises ont fait faillite. Et c'était quoi la cause? Ça part de ce qui se passe à partir de 84. Lorsque la crise de 85 se signale, je parlais tantôt du discours de Paul Biya en 84, lorsqu'il sort du coup d'État, il dit le Cameroun se porte bien. En fin d'année 84, il répète le Cameroun se porte bien. En discours de 1985, fin d'année, Paul Biya nous dit le Cameroun se porte relativement bien. Donc on est parti du Cameroun qui se porte bien en 84 à relativement bien en 85. Et en 1986, il nous dit il faut se serrer les ceintures. Vous comprenez qu'on a une transition brutale de l'évolution de l'économie du pays. On a une transition fortement brutale. On passe d'un pays qui se porte bien en 84 à une économie dans laquelle il faut se serrer les ceintures en 86. C'est 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 2 ans? Mais quel est le rôle qu'a joué la chute des prix de pétrole et par exemple du cacao? La chute des prix du cacao, du café, qui étaient les principales cultures de base de l'économie du Cameroun. Je vous ai dit la semaine dernière que le Cameroun discutait la place de premier producteur, souvent même mondial, avec la Côte d'Ivoire, cacao et café. Les recettes donc qui étaient tirées étaient importantes. Or, la double baisse du prix et de la valeur de la monnaie va apporter une perte sèche importante à l'économie. Ce n'est pas seulement le Cameroun qui est touché par ça. C'est pratiquement tous les pays d'Afrique saharienne, producteurs
de produits de base pour le reste de l'économie mondiale, c'est-à-dire les pays qui produisent de la matière première ou de la matière non transformée pour les pays industriels. Ce sont toutes ces économies qui ont été touchées. Sauf que quand on regarde bien aujourd'hui, le seul pays au monde qui continue de se plaindre de la crise de 1985, c'est le Cameroun. Les autres pays se sont relancés. Les autres pays ont doublé les salaires des agents publics de 85 aujourd'hui. Les autres pays ont relancé l'industrie. Les autres pays ont développé des infrastructures. Le Cameroun évoque encore la crise de 1985 pour justifier le retard et le recul constaté dans l'évolution de son économie. Sauf que j'ai dit, si c'était cette crise, la Côte d'Ivoire ne serait pas aujourd'hui, ne se trouverait pas en position d'avoir le double du PIB du Cameroun, d'avoir un budget qui est au moins 2 fois celui du Cameroun aujourd'hui, d'avoir une économie prospère, d'avoir une économie où des infrastructures se réalisent. La première autoroute du Cameroun lancée n'est pas achevée plus de 10 ans après. On a à peine fait la moitié du parcours. Aller en Côte d'Ivoire, voir le nombre d'autoroutes qui ont été construites dans ce pays. Parce que sur le continent africain, l'économie qu'on a toujours voulu opposer au Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'insiste sur elle. On appelle généralement les pays frères. Exactement. Alors, entre 1982 et 1986, on observe quand même une transformation dans la gestion administrative et économique de l'État au Cameroun. Mais est-ce que le mode de nomination dans l'administration a-t-elle évolué vers une logique de loyauté politique plutôt que de compétences technocratiques? Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'il me souvient que dans une nomination de ministre, Paul Biya a nommé un jour un monsieur que tout le monde trouvait compétent pour le poste où il avait été désigné. Et ce monsieur qui travaillait dans une organisation internationale avant sa nomination a demandé qu'on lui laisse le temps d'aller chercher ses effets pour revenir prendre son poste. Il est parti, il n'est plus jamais revenu. Qu'est-ce qui s'était Parce passé? qu'il comprenait qu'il ne pouvait pas avoir la liberté de fonctionner dans le sens de la construction du pays avec l'environnement de ceux qui étaient avec lui dans le même gouvernement. Ça, il avait compris. Donc, on nomme quelqu'un de compétent, apprécié par la population au moment de sa nomination, mais il trouve le moyen de s'esquiver et d'aller rester à l'étranger. Est-ce qu'à partir de ce moment, il ne fallait pas déjà faire une restructuration profonde, même de l'administration camerounaise, au lieu de donner beaucoup d'argent à ceux qui travaillent dans le secteur public, qui sont par exemple des fonctionnaires? Est-ce que la volonté était de construire? Est-ce que la volonté était de construire? C'est la question que je me suis posée jusqu'à présent. Parce que aller sur des dérives et continuer dans la dérive laisse s'interroger sur la ligne de conduite. La ligne de conduite. Vous avez vu que lors des dernières élections, le programme du parti au pouvoir, c'était le livre publié en 1986. Pour le libéralisme Pour communautaire. le libéralisme communautaire. 1986. C'est-à-dire que si on vient en 2025, prouver que ce qu'on a à faire, c'est quelque chose qu'on avait écrit en 1986. Ça fait 29 ans d'écart. 29 ans d'écart. Mais s'il y avait des choses pertinentes à tirer de ce livre, on aurait tiré cela depuis 1986, depuis sa parution. Mais lorsque vous écoutez ceux-mêmes qui ont écrit pour le libéralisme communautaire, ils sont désolés. Je vais prendre un nom qui est bien connu sur la scène socio-politique du Cameroun, Evembe de Borgia, qui raconte avoir participé à la rédaction de Pour le libéralisme communautaire et qu'ils avaient mis en place un programme
pour la diffusion, parce qu'il y a des idées intéressantes dedans. Et que celui qui a mis le veto dans la diffusion et dans la mise en pratique de cet ouvrage, c'est vraiment celui à qui on a donné le nom d'auteur de l'ouvrage. Je ne vais pas le citer autrement. Vous comprenez donc qu'on cherche la volonté de construction dans la politique gouvernementale du régime en place. Et on la cherche sans la trouver. Lorsque Paul Biya dit il faut se serrer les ceintures en 1986, en fait, qu'est-ce qu'il va dire en 87? Il va dire nous compterons sur nous-mêmes pour sortir de cette crise. Peut-être qu'il se disait qu'il y avait encore des miettes de la caisse noire pour pouvoir justement amortir le choc. Sauf qu'il va se rendre compte très rapidement que la caisse noire est vide. Conséquence en 88, le FMI. C'est-à-dire en 87, il dit on compte sur nous-mêmes. En 87, on compte sur nous-mêmes. Et en 88, on a fait venir le FMI. Parlons justement... Vous comprenez qu'on a toujours fonctionné en urgence. Parlons justement de l'entrée du FMI, du Fonds monétaire international, au Cameroun et dans notre économie. Quel impact ça a eu sur l'économie du Cameroun? Monsieur Tenda, j'ai eu la chance que élève, j'ai fait beaucoup d'associations, et notamment les clubs Cheikh Anta Diop. Donc je suis un panafricaniste, comme on le dit vulgairement, même si Cheikh Anta Diop lui-même n'a jamais utilisé l'expression terme panafricaniste. Et dans les clubs Cheikh Anta Diop, partant de mes lectures, je savais que pour qu'une économie s'en sorte très bien, il fallait éviter de faire appel à des organismes comme le FMI. Parce qu'on a toujours demandé, citer une économie dans le monde qui est sortie d'une crise avec l'accompagnement du FMI. Et personne ne peut vous citer. Personne ne vous citera jamais une économie qui dit « Je suis entré en crise et avec les politiques d'ajustement structurel du FMI, je me suis relevé. » Bien au contraire, les politiques d'ajustement structurel créent une misère sociale dans tous les pays où cet organisme s'implante. Et ça, je l'enseignais à mes camarades des clubs Cheikh Anta Diop. J'étais encore élève au lycée. Je l'enseignais à mes camarades. Il ne faudrait pas que demain, notre pays se retrouve en train d'interpeller le FMI pour avoir à l'accompagner quelque part. La preuve, le FMI est entré chez nous en 88. Ça fait 38 ans. A-t-on besoin de 4 décennies pour redresser une situation? Non, le FMI, à un certain moment, constitue lui-même le problème. S'il est venu pour redresser une situation et que 4 décennies après, on est toujours dans la même situation, la situation même semble s'aggraver, cela veut dire que on ne sait pas où on va. Mais docteur Saussiri, est-il économiquement plausible qu'un pays solide s'effondre en 4 ans? Non. Sans erreur de gestion? Est-ce que c'est possible? Justement des erreurs de gestion qui ont amené. C'est la malgouvernance qui a fait que la crise de 86 devient une crise structurelle pour le Cameroun. C'est la malgouvernance et rien d'autre. On va toujours chercher à l'extérieur les causes des mauvaises performances du Cameroun. Alors, quels sont par exemple les mécanismes qui ont accéléré cette crise, par exemple? Est-ce qu'il y a l'explosion de la dépense publique, la surévaluation des recettes futures, la corruption systémique ou encore l'endettement rapide? Justement, lorsque le FMI intervient au Cameroun en 88, on parle justement du train de vie expansif de l'État. Lorsqu'on parle d'ajustement structurel, le rôle premier, c'est de réduire le train de vie de l'État. Le train de vie de l'État. Sauf que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait réussi à réduire ce train de vie. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer ce qui se passait avant le FMI. L'État logeait la plupart de ses fonctionnaires
dans des maisons conventionnées, c'est-à-dire que je pouvais construire ma maison et me faire être fonctionnaire et me faire loger dans ma maison par l'État qui me paye le loyer de la maison dans laquelle je suis. L'État donnait des voitures de fonction à plein de gens et cela constituait des dépenses extraordinaires. Vraiment, l'État ne regardait pas la dépense. Et puis les mouvements même des fonctionnaires, on affectait de façon régulière Les fonctionnaires. les fonctionnaires. Quand vous affectez, vous devez assurer le transport de la famille et autres. Si vous affectez une personne tout le temps, tous les 2 ans, vous l'avez déplacée, ça constitue des charges. Les maisons de fonction des fonctionnaires, c'est l'une des mesures que le FMI a fait cesser dans ce pays. Le nombre de fonctionnaires disposant d'une voiture de fonction ou de service s'est réduit avec le FMI. Mais en fait, il y a eu des cris d'alarme, lancés même par le peuple. Quand vous allez dans les rues de nos villes aujourd'hui, vous constatez que des gens roulent carrosse dans de grosses Toyota et tout le reste. Dans les années 80, ce n'était pas les grosses Toyota. La grosse Toyota qu'on avait, c'était le Super Salon. C'était les Pajero. Et on a parlé au Cameroun du régime de la pagérocratie. Et lorsque le peuple se plaignait que les gouvernants volaient, Paul Biya a été le premier à sortir à la télé et demander où sont les preuves. Imaginez les conséquences de cette sortie. C'est-à-dire que vous êtes ministre, vous êtes directeur, vous volez. Le peuple constate que vous volez. Il se plaint. Et celui chez qui on se plaint est le premier à sortir et demander où sont les preuves. Ça veut dire que celui qui prenait avec la cuillère, il jette la cuillère, il porte la pole, oui. la pelle. Voilà ce qui s'est passé. La mauvaise gouvernance, le laxisme de la tête de l'État, qui a laissé faire, qui a choisi de ne pas punir. Au moment où on crée le tribunal criminel spécial pour juger, on lance l'opération Épervier, la situation est perdue depuis très longtemps. Elle est perdue depuis très longtemps. Il est très profond. Il est quasiment irrécupérable. Quand on entrera dans la 3e partie de cette émission, on entrera dans les scandales qu'on n'aurait pas pu entendre à l'époque. Soyez Joe, si vous aviez détourné 500 000, c'était la condamnation à vie. 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA. C'était la condamnation à vie. Aujourd'hui, les gens volent en milliers de milliards. Et ils sont là, ils s'accrochent au pouvoir. On est donc dans un système qui s'est laissé pourrir avec l'attitude même du dirigeant. Où sont les preuves? Où sont les preuves? C'est une phrase qui a tué ce pays. Et c'est ainsi qu'entre 1982 et 88, l'état économique du Cameroun va totalement en décrépitude. Totalement en décrépitude. Et les mesures prises par le FMI vont permettre, en un petit laps de temps, de résoudre quelques problèmes, mais créer d'autres. Créer de nouveaux problèmes. Parce que quand on arrive dans l'autre période, après 88, les mesures qui ont été prises semblent n'avoir pas été envisagées par des économistes. Et les conséquences se font ressentir jusqu'aujourd'hui. Est-ce que c'est à cette époque, est-ce que c'est juste après cette époque que le Cameroun commence, par exemple, à perdre la main sur ces entreprises nationales qui avaient été bâties par Ahidjo? Totalement. Avec la privatisation. Beaucoup d'entreprises vont en faillite du fait de la malgouvernance. Qu'est-ce qui se passait? Les entreprises ont commencé à perdre de bénéfices, à ne plus réaliser de bénéfices. Et que faisait l'État? L'État subventionnait. Donc, les entreprises ont au lieu de remodéliser, on a commencé à injecter de l'argent pour rien. Conséquence, les dirigeants savaient qu'ils pouvaient dilapider, l'État allait injecter. Ça a amené cette catastrophe. Beaucoup d'entreprises, donc, quand le FMI s'installe et dit on va regarder, on va privatiser, on se rend compte que beaucoup d'entreprises ne sont plus viables. Et beaucoup vont être fermés. Des gens vous disent toujours que Ahidjo a laissé pratiquement 80 entreprises très performantes. On en cherche 10 aujourd'hui
qu'on ne connaît pas. Vous vous rappelez Kamship, qui avait de très grands bateaux. Et vous voyez le prix auquel les gens ont acheté les bateaux du Cameroun. Aucun n'a été acheté à 25 millions. Un bateau. Un bateau. Vous voyez à quel niveau les gouvernants sont entrés dans une décrépitude morale qui a fait sombrer l'économie du Cameroun. C'était très profond, c'était très grave. Et nous en subissons les conséquences aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, parlant de conséquences, on est malheureusement arrivé au thème de cette deuxième émission consacrée à l'analyse de l'économie du Cameroun de 1960 à aujourd'hui. Pour cette deuxième série, on va vous dire merci beaucoup, merci infiniment d'être venu. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous me donnez d'avoir apporté quelques informations à l'intention du public camerounais, qui n'est pas toujours avisé sur un ensemble de questions. Des informations capitales et très profondes. Merci beaucoup pour vos éclairages et pour vos analyses. On va justement parler des conséquences, toutes ces conséquences de la malgouvernance et de la mauvaise gestion de notre économie, juste après le président Ahidjo, et l'impact et les répercussions de cela sur le quotidien des Camerounais aujourd'hui. C'est la fin de cette autre émission d'entretien vérité sur Africa Renaissance TV. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e numéro d'entretien vérité, toujours avec le docteur Saussiri. Quant à nous, nous continuons de vous demander de rester connectés sur notre média, chers internautes et téléspectateurs. Continuez d'activer les cloches de notification sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, X, Instagram. Et naturellement, abonnez-vous et faites également abonner le maximum de personnes pour ne rien rater des contenus de la résistance camerounaise et africaine. Merci de nous avoir regardés. C'est la fin de cet autre numéro. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, le même désir. À très vite.